Alors si je comprends, c'est un moment de muséification particulière. Chères Biennoises, chers Biennois, chers amis, vous êtes Biennois de naissance, vous êtes Biennois d'adoption, d'immigration, de passage, peut-être d'exil, choisi, pas choisi. Moi, je suis là depuis 50 ans pile. J'arrive à Bienne par mariage. On est en 72. 72, je disais encore. Une image, la vieille ville, avec ses façades toutes découpées. J'avais l'impression d'entrer dans un décor de théâtre, avec ce rose, ce jaune. Un nouvel horizon, Bienne, c'est la montagne, le lac, des paysages qui sont pour moi très nouveaux puisque je viens d'une plaine. Mais c'est aussi un choc. J'apprends que juste l'année d'avant, les femmes ont obtenu le droit de vote. Alors, j'y ai maintenant passé les 2/3 de ma vie, tout juste. J'y reste. Pourquoi ? Ce soir, bien de mes souvenirs, le sujet n'est pas tout à fait libre. Donc, je vais essayer de les égrener au fil des périodes et des changements de la vie sociale de cette ville et de comment je m'y suis adaptée. Et je vais donner quelques images en appui seulement. Mais d'abord, on doit faire un petit tour en arrière. Je viens d'où ? Je suis née dans une ferme, juste après la guerre, dans un pays plat. Mes parents sont agriculteurs et agricultrices. Les deux travaillent à égalité et constituent la base du revenu de la famille de la ferme. Nous, les enfants, on travaille. C'est sans discussion et c'est totalement normal. On ramasse les pommes de terre, on aide à la ferme, on aide dans les champs, en particulier pendant les vacances d'été. Nos parents sont engagés. Papa est au conseil municipal du village. Maman est animatrice dans le groupe des vulgarisations agricoles pour les droits des femmes agricultrices. J'aime l'école. Je suis heureuse à l'école. Et je me souviens en particulier d'une leçon, la première leçon, en géographie. J'avais mon livre, un grand livre, c'est un grand format, c'est impressionnant, dans la cour de la ferme. Et ma leçon, c'est « Qu'est-ce que l'horizon ?» L'horizon est une ligne qui sépare le ciel et la terre. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe. L'horizon, je le vois tous les jours depuis 7 ans. Et je lis une formule qui dit la même chose, mais tout à fait autrement. Et je crois que cette émotion, cette espèce de fascination d'avoir une formule, une idée qui dit quelque chose par rapport au quotidien, je crois que c'est quelque chose, je m'en souviens encore très fort, l'émotion me reste quand j'y pense. Et peut-être que c'est mon envie de dépasser les horizons qui, déjà, totalement inconsciemment, était déjà présent. Je vis 12 ans au village, à l'école primaire et en famille. Je partirai 13 ans en ville, 8 ans dans un pensionnat de jeunes filles et conduit par des religieuses, et 5 ans libres en ville, à l'université, au Mans et à Caen. Je suis en fac de lettres en anglais et espagnol. J'enseigne l'anglais et l'espagnol dans des classes secondaires pour payer mes études. Une anecdote à l'université. C'est le cours de littérature. La première dissertation, j'ai un résultat catastrophique. La deuxième, bien. En me rendant ma copie, le prof me dit « Papa est passé par là ». Et je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Et je crois que maintenant, quand on a lu Annie Ernaux, je pense qu'on l'a presque tous lu, toutes lu, elle décrit superbement ce passage des frontières de Clatz qui sont inscrits dans la peau. Donc je me souviens très très bien de cet instant. J'ai donc 20 ans, on est en mai 68, je suis à l'université. Je me faufile plutôt sur les côtés que dans les manifestations. Les amphithéâtres sont remplis. J'y vais pour comprendre ce qui se passe, mais j'avoue que je n'y comprends absolument rien. Alors,
j'essaye de décrypter ce qui se passe et assez rapidement, je me rends compte que c'est mon histoire qui est devant. Mai 68 mettait en cause l'emprise de la religion, les tabous de la vie sociale, et j'étais dans la première vague de démocratisation des études des enfants d'après-guerre, des milieux, des classes populaires. Alors je m'engage avec ma sœur au mouvement des jeunesses rurales chrétiennes. Elle est dans la section des agriculteurs, je suis dans la section des étudiants et des enseignants après. Et puis en 70, il y a une rencontre francophone où on rencontre les collègues de la JRC, Jeunesse rurale chrétienne de Suisse et de Belgique. Et voilà, j'ai fait la rencontre de Paul. Et 2 ans plus tard, en été 72, j'arrive à Bienne. J'arrive à Bienne et je découvre une ville bilingue, une ville calme. Tout est propre en ordre, pour moi en tout cas. On y respecte les feux rouges. Je me fais attraper par le col quand je passe un peu trop vite, parce que je ne suis pas habituée à respecter à ce niveau-là. Alors je suis fascinée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les paysages, par la nature, etc. J'apprécie aussi la nourriture, très nouvelle pour moi, les cuisines espagnoles, italiennes, portugaises. Donc j'arrive en juillet, j'avais déposé une candidature à l'Oméga comme secrétaire trilingue. Je suis engagée, je vais pour faire le dossier et au dernier moment, le chef du personnel me dit « Pour qu'on range votre dossier au bon endroit, comment vous allez vous appeler ?» Parce que je devais attendre d'être mariée pour pouvoir travailler. Je n'avais pas de droit de travail si je n'étais pas mariée. Donc je dis « Saut-de-bain ». Coup de tonnerre, il devient vert, et il me dit « Saut-de-bain ». Mais vous savez ce qu'il fait ? Je dis oui, il est horloger. C'est trop important, vous reviendrez dans 3 jours, je vous dirai. 3 jours après, je reviens, le chef du personnel ne me reçoit pas, sa secrétaire me reçoit. Donc j'ai eu au téléphone, j'ai su que j'étais licenciée, et la secrétaire vient et me dit « Inutile d'aller chercher, tous les employeurs le savent. » Inutile d'aller chercher, c'est déjà connu. Mon mari était syndicaliste de la mauvaise couleur et donc j'ai d'emblée fait l'expérience de qu'est-ce que c'est qu'entrer dans la ville de Bienne. Chaque fois que je passe devant le cube de l'Oméga, j'ai un petit choc que je crois que je peux dire chaque fois. Alors à Bienne, je découvre le monde ouvrier. L'entrée était faite. Moi qui venais d'un monde, je connaissais que le monde agricole et le monde de l'école, en tant qu'étudiante et en tant qu'enseignante, mais il n'y avait pas d'ouvriers autour de chez moi, il n'y avait pas d'usine, donc je ne savais pas ce que c'était. Alors je vais donner quelques exemples. L'usine des pianos, Burger et Jacobi, la centaine d'ouvriers de l'usine Burger et Jacobi ont été licenciés, c'était en 74. Ils font grève, les scellés sont posés sur l'entreprise, il y a un comité de soutien et on a des dizaines de séances avec eux entre eux et le comité de soutien. Tout se passait au Stadtgarten, c'était entre la ville et les pianos. Ce sont pratiquement tous des Italiens. Moi j'ai du temps à ce moment-là parce que comme je n'avais pas trouvé de boulot, je passe beaucoup de temps avec eux et j'ai eu la chance d'apprendre l'italien. Il y a un film qui remémore, qui a été fait pendant cette grève et qui va fixer les événements. Le deuxième élément, c'est la General Motors. Alors le côté sympa de la General Motors, c'est qu'on allait manger à midi à la cantine avec Gigi. Vous connaissez, les plus anciens connaissent peut-être Gigi. Donc on découvrait la grappa, les cafés forts, etc. Mais 75, fermeture. Pour les plus jeunes, la General Motors, c'est la COP d'aujourd'hui. La grande COP derrière la gare. Assemblée générale à la Maison du Peuple. Je ne sais plus, je me souviens, c'était plein.
Et c'est pour moi la découverte du fait que sans permis de travail, pas de permis de résidence, donc les familles étaient là et pleuraient en disant « mais on vient de réparer notre appartement, etc. » et on est renvoyé. Donc General Motors, terminé. Je suis allée aussi voir les baraquements des saisonniers. Alors là, la sidération. Des lits superposés avec une bâtisse en bois, très mal isolée, avec des ficelles avec les chemises et les pantalons qui séchaient, et la marmite de risotto. C'était la période du rejet de l'immigration, c'était la période de Schwarzenbach, c'était aussi la période de l'initiative pour l'abolition du statut de saisonnier, qui a été gagnée quand même quelques années plus tard. Et puis, la situation s'empire à Bienne avec la grande crise de l'horlogerie. Il y avait déjà eu l'IP dans le Jura français, avec la grève de l'IP 72-73, où on était allé régulièrement les voir et discuter avec eux, et ils étaient venus ici témoigner de leur lutte. Donc on a les grèves, on n'a pas de grève, on a des entreprises qui ferment. Bulova ferme en 82, les horlogers et les ouvrières de l'horlogerie, 2/3 des ouvriers sont des ouvrières, les ouvrières des ateliers sont licenciées et c'est une crise assez profonde qui va se développer puisque de 100 000 personnes qui travaillaient dans l'horlogerie dans l'arc jurassien, il en restera 33 000 à la fin de la crise. De 100 à 33 000. Alors c'est une période d'indignation face à l'injustice, face aux atteintes à la dignité, mais aussi beaucoup de doutes. Est-ce que c'est possible de faire plier les décisions patronales, aussi injustes soient-elles? Pourtant, on y croit. Et si on pense à notre regretté Michel Buller, on pourrait dire c'était la révolte féconde. Alors on y croit, on recueille des informations auprès des ouvriers, auprès des syndicats, dans la presse, on rédige des tracts, on va les imprimer sur notre offset dans le local, et le matin, on est une dizaine devant les entreprises à distribuer les tracts devant les usines. Ce n'est pas encore l'horaire libre, donc à 7 heures, tout est fini. Soit on va travailler, soit on va boire un café, à l'Odéon en général. Pour mémoriser cette période, il y a une idée qui surgit. Alvaro Bizzarri, que vous connaissez par les films sur les saisonniers, sa femme travaille dans l'horlogerie, elle est à l'Oméga. Paul travaille à l'Oméga. Donc, on connaît relativement bien la région. Pendant tout l'hiver 82-83, on partait le dimanche avec la caméra, le micro pour interviewer, et on allait voir les gens, on allait interviewer dans les entreprises depuis la vallée de Joux jusqu'au Jura. Et au printemps, le film est prêt, on a fait le montage. Le film s'appelle « L'homme et le temps », réalisé par Alvaro Bizzarri. Et je crois que je dois le remercier beaucoup de cette découverte d'un autre mode de travail, un autre mode d'information, et puis une créativité fabuleuse, beaucoup de plaisir aussi à passer les soirées ensemble. Alors, Nouvel Horizon, le monde des femmes. Ça paraît bizarre que je ne connaissais pas le monde des femmes, mais effectivement, j'étais absolument pas sensible à l'inégalité. Je ne connaissais pas la discrimination. Mes parents travaillaient les deux apportaient leur contribution. Il n'y avait pas d'idée qu'il y en avait un qui gagnait plus ou qui décidait plus. Garçon ou fille, dans la famille, on a eu droit à faire les études qu'on a choisies ou la formation qu'on a choisie. J'étais dans un collège de filles et donc je n'étais pas confrontée à la division garçon-fille. 1975, c'est l'année de la femme au niveau international. Et c'est une année où nous sommes beaucoup à avoir ouvert les yeux sur des réalités qu'on vivait, mais dont on n'était pas consciente.
À Bienne, le MLF, d'abord Femmes en lutte, puis après le MLF, s'est créé en 1974. On a un local à la vieille ville. L'ambiance est chaleureuse et on a deux types d'activités. D'une part, on partage les récits de vie personnels, les questions relatives à la vie de couple, aux tabous tels que l'avortement, l'homosexualité, le viol, etc. De l'autre côté, ou à côté, on débat des sujets de campagne, des initiatives, de la politique. Alors, quelques moments clés. À l'époque, l'information sexuelle est encore très lacunaire. La pilule, elle vient d'être autorisée. L'avortement reste malheureusement très souvent une solution. Alors, je me souviens d'une femme qui était allée au planning familial pour demander un avortement qui lui a été refusé. Alors, elle est venue nous voir, on a discuté avec elle, et je me souviens de l'avoir conduite à Genève, c'était pas la seule. Après de longues discussions, elle avait décidé, elle fait l'avortement, elle revient. C'est une femme que j'ai rencontrée de nombreuses fois en ville des années plus tard. Elle avait 2 enfants, tout allait très bien. Une année après qu'elle ait avorté, elle reçoit un téléphone du planning, la responsable du planning lui téléphone. « Bonjour madame, comment va le bébé ?» Je n'ai pas de bébé. On osait, hein. Alors, face à cette situation, nous étions un groupe et on a lancé une initiative locale qui s'appelle le CISC, le Centre d'information sexuelle et de consultation, qui a été une campagne très créative. Et on a perdu lamentablement, mais ça avait fait avancer les choses. Il y a l'initiative des droits égaux. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait le congrès des associations féminines à Berne, et puis il y avait en parallèle l'anti-congrès des MLF. Et c'est la période, donc 75, où a été lancée l'initiative des droits égaux, qui sera votée en 81, qui a aussi débouché sur la grève de 91, sur la grève des femmes de 19. On pourrait parler de la protection de la maternité, mais ça rallonge. Je vais parler plutôt du travail de nuit. L'entreprise État de Marin, c'était la période où l'horlogerie mécanique se casse la figure et arrivent les chips, les mouvements électroniques qui viennent d'Asie. Donc, ces mouvements arrivent et il faut les contrôler avant de les mettre dans l'entreprise. Le patron de l'entreprise État, Ernst Thomke, argumente pour la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes. Et il écrit, « Le texte nous a été donné par une ouvrière qui l'avait reçu comme argumentaire. On a besoin de personnes avec une bonne intelligence et une habileté manuelle au-dessus de la moyenne. Une formation n'est pas nécessaire. Certains travaux conviennent mieux aux femmes parce qu'elles effectuent des activités semblables dans leur vie familiale. Pour le contrôle visuel, il est indispensable de s'adapter à un modèle déterminé. Les femmes possèdent généralement les meilleures capacités, par exemple la compréhension des modèles de tricot. On peut constater une sorte de spécialisation basée sur la spécificité des femmes. Si on avait voulu faire une démonstration de qu'est-ce que c'est que l'idéologie, c'est une idéologie, de la compétence innée, de la compétence naturelle, on ne pourrait pas faire mieux. C'est un exemple extraordinaire. On va le retrouver tout à l'heure. Alors, on a fait une grosse bagarre. Voilà, c'est les 2 grands sujets qui m'ont marqué, le monde ouvrier, le monde des femmes. On pourrait évoquer à côté la solidarité internationale, mais comme elle est la même que dans toutes les autres villes, le soutien aux travailleurs espagnols antifranquistes, le soutien aux familles de réfugiés chiliens. J'ai connu Glenda
et sa famille juste après le coup d'État au Chili, et c'était une des activités importantes à Bienne. Il y avait aussi par rapport au Vietnam. Alors ces thèmes qui ont été les plus importants pour moi, qui m'ont vraiment passionnée, parce que c'est la vie des gens qui est en jeu. C'est des gens derrière, c'est des ouvriers, c'est des ouvrières, c'est des femmes. Ce sont des défis, des changements profonds dans la société, c'est beaucoup de questions, beaucoup de doutes et aussi des choix. Alors, je lis, je rencontre beaucoup de gens, je voyage aussi, j'ai la chance. Je participe à des activités passionnantes et j'apprends beaucoup plus qu'à l'université. Ce qui relie ces sujets, ce qui donne du sens à cet engagement, c'est la LMR, Ligue marxiste révolutionnaire. Oui, c'est à travers la Ligue que je pouvais comprendre la cohérence entre ces différents sujets, les liens entre les réalités ouvrières, les réalités féminines, les réalités de la migration et les causes internationales de l'exil. À Bienne, notre groupe compte une trentaine de personnes très actives. On est plusieurs centaines au niveau suisse, dans toute la Suisse romande, la Suisse allemande et le Tessin, et au niveau international. La LMR, c'est une vraie école. C'est un apprentissage du regard critique. La formation qu'on y reçoit, elle est sérieuse, elle est exigeante, mais elle est aussi très précieuse. Ça aiguise le sens critique, même si, parfois, un peu de dogmatisme ralentissait notre autonomie de pensée. Donc 2-3 fois par semaine, on se retrouve, local du MLF, comité de grève, comité de soutien, les réunions de la LMR, on discute, on décide, etc. Mais c'est aussi les soirées de partage avec les amis au restaurant, à la maison, beaucoup de soirées et de fêtes qui se déroulent à la Maison du Peuple au Saint-Gervais. N'oublions pas les hauts lieux des soirées enveloppées dans les nuages de fumée. Donc, au retour des réunions, j'ai besoin de marcher encore maintenant le long des rues pour me libérer un peu les poumons, mais aussi pour avaler ou ingurgiter les controverses qu'il y avait eu. Donc Bienne est vraiment un nouvel horizon pour moi. C'est un monde plurilingue, c'est un monde multiculturel, avec des rencontres à dimension internationale. Bienne élargit mes horizons qui s'étaient ouverts en mai 68 en France. Je fais partie de la génération 68. Pour nous, pour moi, pour mes camarades, la génération 68, c'est viser un socialisme à visage humain. La formule vient du mouvement de Prague. C'est le rejet du stalinisme. Donc, quand on nous lançait aller voir à Moscou, ça tombait vraiment à plat parce que Moscou, ce n'était pas du tout ce qu'on avait envie de vivre. C'était aussi oser des nouvelles expériences de vie, par exemple vivre en communauté et pas en petit couple fermé sur soi. Et dans tout cet environnement, je dois souligner, j'ai envie de souligner que c'est l'engagement féministe qui est le plus puissant, le plus fort. Parce que le féminisme, l'engagement par rapport à la position de femmes dans la société, imprègne tous les mouvements de tous les jours, toutes les actions de tous les jours. La famille, le couple, la sexualité, la formation, l'emploi, la culture. Et c'est à chaque fois, et encore maintenant, on continue puisque le grand mouvement MeToo, la tempête MeToo, qui a eu juste 5 ans, est vraiment l'héritière de tout ce travail qui a été fait par notre génération et par les générations précédentes. On peut dire que si la pilule a été l'événement majeur du XXe siècle, MeToo est en tout cas celui du début du XXIe siècle. Et on peut voir que désormais les choix féministes irriguent tous les milieux dans toutes les parties du monde, même si aucun acquis est acquis définitivement. On le voit aux États-Unis.
Dans les années 80, je comprends que je ne retrouverai pas d'emploi qui me satisfasse. J'ai bien des emplois alimentaires, les cours de langue, le secrétariat, mes diplômes ne sont pas reconnus, mais je ne suis pas la seule. Mais c'est surtout les fiches de la police fédérale qui font le travail de sape. On le savait. Mais quand en 96, j'ai reçu le paquet 500 feuilles, j'ai pu lire noir sur blanc plein de choses qu'ils ont inventées, plein de soupçons sur des choses banales. Et j'ai pu comprendre pourquoi candidature X, candidature Z, etc., c'est noté dans les fiches. Madame Saudebin a été refusée, Madame Saudebin a été refusée, etc. Alors c'est dur de savoir qu'on a une vie qui a été violée par des gens dont on ne sait pas qui c'est. Mais ce qu'on sait, c'est que devant chez nous, j'habitais 20 ans à la rue, devant la place de la Fontaine, et devant chez nous, il y avait la vitrine de l'antiquaire, et il y avait toujours un vieux monsieur avec son petit chien. On ne savait pas pourquoi il était toujours là à regarder, je pensais qu'il avait. Et en fait, on a compris après que, par effet miroir, il surveillait tout ce qui se passait devant notre porte. On s'est aussi rendu compte qu'on a perdu des serviettes de documents, etc., dans la voiture ou dans l'appartement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés. C'était l'époque des écoutes téléphoniques. On était des dizaines à Bienne à être sous écoute téléphonique, pas nous seulement. Et ça nous arrivait de temps en temps qu'on entendait quelqu'un d'autre qu'on n'avait pas appelé, puis on disait aux flics ou aux personnes qui étaient en train de mettre les touches, remettez les bons câbles parce que vous nous avez croisés, c'est pas celui-là que je veux. Et c'était pas rare. Alors au milieu de tout ce bouillonnement, il y a une réflexion qui s'installe. Est-ce qu'il y a de la place que pour chercher à changer le monde ? Alors la décision d'avoir un enfant est devenue évidente. Avec David, c'est une nouvelle vision du monde, celle de mère, celle de parents, celle d'une famille. C'est une expérience à construire. C'est une vie imprégnée de tendresse qui dure depuis 40 ans maintenant. C'est une vie de famille à 3 à l'époque, solidaire, mais aussi où chacun construit son propre monde et ses rêves bien spécifiques. David, ses copains sont pratiquement tous bi-, quadrilingues, de famille italo, espagnole, portugaise, etc. Ou latino. Mais pour moi, c'est le rôle ingrat d'une maman, d'un élève qui n'est pas très studieux, qui préfère comprendre comment vivent les lézards ou fabriquer des cerfs-volants, coudre des cerfs-volants. Et voilà. Donc, c'est une période qui s'est ouverte à ce moment-là. Pour garder l'équilibre, le dimanche, il faut sortir la tête du brouillard, un peu comme maintenant, et monter à Macolin ou auprès d'Orvin. Alors cet engagement, il prend beaucoup de place. Et combiner la vie familiale, la vie professionnelle, la vie militante, c'est très, très chronophage. Alors ce qui est fondamental pour nous, pour tenir, c'est la vie amicale, la solidarité qui existe entre nous et les périodes de vacances qui sont absolument précieuses et protégées. Et on a la chance de pouvoir faire des voyages en Italie, en Espagne. Au Portugal, on y va en 76, après l'appel des femmes du Portugal qui avaient demandé qu'on vienne les soutenir parce qu'elles n'osaient pas manifester pendant la révolution des œillets. On voyage aussi à Prague, en Pologne, au Mexique, en Algérie, et on se rend compte en fait qu'à chaque fois, on est dans des pays où le vent est en train de tourner, où il y a des événements très, très forts. Et la chance de faire ces voyages en couple ou avec des amis m'a permis de découvrir de nouveaux horizons, de comprendre aussi que les intérêts, les thèmes que nous défendions ici à Bienne étaient communs à plein d'autres gens, plein d'autres pays, que la condition des femmes était très universellement partagée. 83, une nouvelle orientation, le conseil de ville.
Je suis élue au conseil de ville aux côtés de Sylviane. Sylviane m'a précédée. Pour le Parti socialiste ouvrier, puis pour l'Alliance verte et sociale. J'ai fait 2 législatures. Sur ma table, à la première séance, je trouve une enveloppe barrée de noir. Je l'ouvre. C'est une menace de mort, explicite, anonyme. On a porté plainte, on a trouvé la personne, c'était quelqu'un qui était dans un courant d'extrême droite à l'époque. Ça veut dire que j'ai été accompagnée pendant quelques semaines pour sortir, parce que c'était quand même un peu inquiétant, mais ça n'a pas été plus loin. Au conseil de ville, je suis intervenue sur les sujets que je connais. J'ai en particulier demandé les quotas de femmes et de francophones dans le personnel de la ville. Les chiffres ont beaucoup bougé depuis. On est très peu de femmes. Il y en a 2 qui sont là parmi nous ce soir. Nous sommes 8 femmes à l'époque, sur 60 conseillers de ville, 6 de gauche, 4 du PS, 2 du PSO. L'ambiance est à la confrontation relativement difficile. Je joue le jeu de la confrontation aussi. Et on décide, dans ce cadre-là, de constituer un groupe de femmes parlementaires. Ariane en fait partie. Ariane Bernasconi en faisait partie. Ce n'est pas mon terrain de prédilection. D'autres collègues vont poursuivre le travail sous l'appellation Les Vertes et s'adapter à de nouvelles priorités. À 40 ans, un tournant dans ma vie. À l'occasion d'une crise de couple, je prends conscience de mon insécurité financière. Le bénévolat et le militantisme n'alimentent ni la cagnotte, ni la caisse de pension. Il était temps de changer de braquet. Alors, je reprends des études en sciences de l'éducation. J'irai à Genève 2 à 3 jours par semaine pendant 4 ans. Au départ, j'ai le sentiment d'une régression par rapport à la richesse du mouvement et des activités militantes. Mais je comprends assez vite que je suis en train de vivre un changement de rôle, un changement de posture, et j'apprends à dire des choses que je fais déjà, animer des formations, construire un dispositif, donner une conférence, rédiger un dossier, composer un argumentaire. Je faisais déjà ces choses-là, mais j'apprends à le dire en termes professionnels, en termes qui vont devenir légitimes. Est-ce que c'est différent ce que je faisais dans le travail syndical ou militant féministe et ce que je ferais dans le travail professionnel? Au niveau du contenu, pas tellement, mais l'un est militant et gratuit, l'autre est reconnu et salarié. Et à l'université, il va y avoir un cours qui va être décisif, c'est un cours qui s'appelle « Histoire de vie en formation ». En partant de nos propres expériences, je saisis que les sphères de la vie personnelle, familiale, professionnelle, associative permettent de faire un bouquet et de réunir les compétences. En pratique, peu à peu, je me rends compte que je suis en train de professionnaliser mon chemin de vie. Pas seulement parce que je passe d'activité à une autre, mais parce que, avec d'autres collègues, j'en fais une méthodologie. C'est-à-dire qu'on a construit un outil de travail qui permet à des personnes d'identifier leurs compétences à partir de la palette de leurs expériences de vie, qui permet de valoriser ces expériences pour pouvoir avancer. Il y a d'autres institutions en parallèle, il y a à Lausanne, il y a des expériences en France, au Québec, et des liens se tissent avec eux. Et c'est un besoin pour tellement de personnes de tous âges, avec ou sans qualification, de toute nationalité, que, de fait, la démarche bilan portfolio de compétences est née. Elle s'applique d'abord à Bienne, dans le cadre d'ateliers conduits à l'orientation professionnelle pour la réinsertion professionnelle des femmes au foyer. Et puis, l'idée
de créer un centre de formation autonome se naît, il faut préciser qu'à la fin des années 80, la formation d'adultes n'existe pas comme profession. Elle n'est pas encore identifiée comme profession. Il n'y a pas de formation formalisée de formateur d'adultes. C'est encore balbutiant. Alors, au terme de l'année 92, au cours de l'année 92, une équipe de femmes planche sur un projet, on formule un projet et on cherche des fonds. Une aubaine se présente. Au niveau fédéral, il y a une offensive fédérale pour la formation continue. On dépose un projet, d'abord avec l'aide, dans le cadre de l'Université populaire. Françoise Steiner était présidente à ce moment, travaillait à l'Université populaire. On a eu un échec, un rejet d'abord. On a reformulé notre projet. On nous a dit, vous pouvez le faire, mais dans le cadre autonome. Et donc, on a obtenu un premier financement. Et c'est en janvier 93 que F, Espace de femmes pour la formation et l'emploi, ouvre ses portes. Je me souviens qu'en mars 93, c'était l'ouverture officielle, et on avait invité Ruth Dreyfus pour faire le discours d'introduction. Mais elle téléphone dans la matinée pour dire « Désolée, je suis probablement conseillère fédérale, les votes sont en train de se faire, je ne vais pas pouvoir être à Bienne. » Alors c'est un beau souvenir. Les locaux de F sont à la vieille ville, ils sont petits, ils sont modestes, on est 3 femmes pour travailler, un poste et demi au total, puis après ça fait 2, 3, 4, avec Marie-Christine Coulery. Quelques années plus tard, avec Catherine Fellman, avec Glenda Gonzalez, avec Daisy Dellenbach. L'équipe de travail de F se forme. On travaille sur une dynamique participative inspirée de l'autogestion. Aujourd'hui, on dirait hiérarchie plate. Les cours vont de la communication au bilan de compétences, de la formation des formateurs à l'accompagnement des personnes. Les activités sont souvent pionnières et novatrices et on est soutenu par la ville de Bienne et par le canton. Il faut rappeler qu'en parallèle se crée Solidarité Femmes en 93 avec Claire Magnin, donc la même année, et ce sont 2 institutions locales nées de la professionnalisation de femmes qui avant avaient des activités militantes et 2 exemples qui continuent à marquer la ville de Bienne depuis 30 ans. 30 ans l'année prochaine. C'est une période de travail intense. On développe une pédagogie impliquante où les gens s'impliquent. On ne donne pas des cours. On implique les gens à travailler. C'est participatif. Ça vise l'émancipation des personnes. La prise de conscience qu'on a la capacité de prendre son destin en main. C'est le contraire de s'enfermer dans un déterminisme ou de croire que les origines sociales sont décisives. À l'inverse, détecter ses compétences, les déployer, reconstruire en pouvoir d'agir, c'est la philosophie de F. Et on rédige un premier ouvrage collectif qui témoignera de cette histoire de F, de sa méthode bilan portfolio de compétences, grâce au soutien financier du Bureau fédéral de l'égalité, qui nous permet de le rédiger et de le traduire en 4 langues, allemand, italien, espagnol. La version française sera rééditée une 2e fois. Alors, la décennie 2000, on avance. La décennie 2000, c'est la décennie de l'essaimage. D'abord, on a expérimenté la formation d'adultes avec le bilan de compétences avec les publics dont on a déjà parlé. Il y a des hommes, il y a des femmes, en particulier les femmes au foyer, les personnes, hommes et femmes, sans emploi, oubliées. On essaime aussi en Suisse romande, où on donne des cours, on est engagé dans beaucoup d'instituts. On collabore avec beaucoup d'institutions. La 2e étape, grâce au livre, on nous demande de former à notre tour des personnes qui vont pratiquer la démarche bilan de portfolio. Donc, c'est
l'étape de formation de formateurs. Et notre première équipe est l'équipe avec les femmes migrantes, Félicienne Mwamba-Villot, Naïma Serouk, Carmen Amstutz, qui vont animer des ateliers pour les femmes de la migration dans leur propre langue. Depuis, F n'a cessé de former des dizaines d'accompagnateurs et d'accompagnatrices pour des publics aussi divers que les personnes en prison, les personnes avec handicap, les personnes qui travaillent dans la médiation, les enseignants, les apprentis décrocheurs, les femmes victimes de violences et tout plein de professionnels et on travaille toujours avec les professionnels de ces milieux. L'étape suivante, c'est d'essaimer vers l'Afrique de l'Ouest. En 2002, la DDC, donc le département du développement et de la coopération, viennent nous demander de faire une formation pour la valorisation des compétences de femmes africaines. D'abord, on refuse, on trouve que l'enjeu est trop lourd, on ne pense pas être adéquate pour répondre à un monde qu'on ne connaît pas. La DDC insiste, alors on accepte et il y a une première équipe d'une quinzaine de femmes qui arrivent à Bienne, pour ceux qui les avaient vues circuler en ville, avec les boubous et les coiffures extraordinaires. Ça a été un succès, même si ça a été très difficile, parce qu'elles étaient dans un choc culturel très, très, très grand. Vu le succès, la DDC nous invite à poursuivre ce travail au Burkina Faso. On part par équipe de deux fois par année à peu près. On forme d'abord une équipe de femmes multiplicatrices, ce sont toutes des femmes cadres, puis une équipe mixte, et c'est un foisonnement d'applications multiples dans les langues locales, puisqu'ils se sont appropriés la méthode, ils l'ont retraduite dans la réalité locale et dans les langues locales. Donc ils vont multiplier auprès de paysans et paysannes, d'artisans, d'élus des communes, de groupements de femmes, de personnes vivant avec le VIH, d'entrepreneurs, d'alphabétiseurs, etc. Aujourd'hui, le Burkina Faso compte plus d'une dizaine de formateurs et plusieurs centaines d'accompagnateurs qui pratiquent avec des groupes. Toutes ces personnes sont des multiplicatrices motivées, créatives, ancrées dans le terrain. C'est un projet durable. C'est un projet qui a été financé au départ par la coopération suisse, mais qui est devenu autonome. Un exemple, Adama, un de nos formateurs, actuellement, juste maintenant, dans un pays où il y a 2 millions de déplacés à cause de la guerre sur 20 millions d'habitants, il travaille avec des équipes de femmes, parce que ce sont essentiellement les femmes qui sont déplacées, les hommes ont été en général tués ou se sont cachés. Il travaille avec les femmes pour comme elles ont tout perdu. Ils ont perdu la terre, perdu les animaux, mais ils sont partis avec leurs compétences. Donc à retrouver leurs compétences pour savoir comment les réutiliser. Germaine aussi, qui elle travaille avec des jeunes maintenant, un projet de l'UNICEF pour développer les compétences de conduite de projets pour la paix. Évidemment, toutes ces personnes sont restées pas toutes, mais une partie de ces personnes sont restées des amies. Si j'ai eu la chance de voyager avec Germaine dans le nord du pays, dans la région proche du Mali, aujourd'hui cette région, elle est envahie, elle est plus abordable. Et Germaine était chez nous il y a un mois pour présenter la situation de son pays dans la guerre et présenter la situation des femmes vivant avec le sida qui ont été bénéficiaires aussi d'activités, bilan de compétences. Alors la richesse de tous ces rencontres ont permis de développer pour moi et pour beaucoup de gens cette capacité de pouvoir agir sur sa vie. Et Adama disait, si on cherchait le meilleur antidote par rapport à la fatalité qui nous écrase, c'est vraiment cette démarche de retrouver sa force. Voilà, il y a 11 ans, j'ai quitté mon travail à F, mais ce n'était pas vraiment la dite retraite. Je suis restée active.
J'ai la chance de participer à la coopération pédagogique en Afrique dans un travail un peu similaire à ce que je faisais au niveau professionnel, mais cette fois pour la formation des enseignants et la formation des formateurs d'enseignants. Donc chaque année, depuis 11 ans, sauf les années Covid, nous partons par 2 ou 3, 4 volontaires enseignants suisses, accompagnés des formateurs et des enseignants. Cet été, j'étais à Djakotomé, dans le sud du Bénin, avec 8 formateurs et 80 stagiaires enseignants dans une région rurale où la déscolarisation est très grave. Une étude d'impact a été faite par un expert pendant ce stage et on a eu le grand plaisir d'avoir une étude extrêmement favorable. Et hier, j'ai reçu sur mon attel une photo d'un des enseignants, Venceslas, je me souviens très bien de lui, qui vient d'être primé par le ministère avec 6 autres de d'autres régions et qui nous envoyait un message de remerciement en disant « Grâce à la formation que vous avez faite, j'ai pu être considéré comme un des meilleurs enseignants. » Alors ça veut dire, on n'est jamais le meilleur, mais c'est une reconnaissance pour lui et pour son école. CPA, c'est donc un travail où on partage les expériences entre enseignants locaux et volontaires suisses. On ne va pas donner des cours de nouveau. C'est dans la même pédagogie que F. CPA, c'est une émanation du syndicat des enseignants romans, le SER, et la présidente de CPA est Josie Stolz, que vous connaissez, conseillère de ville du PSR, enseignante et anciennement directrice de l'école. Si j'imagine une vie panoramique de ces 3/4 de siècle, c'est comme marcher sur un chemin de crête. C'est plein de changements, d'adaptation au changement, au monde en mutation. Mais ce qui me réjouit le plus particulièrement au terme de ces 50 années de vie à Bienne, c'est la présence des femmes dans la vie publique qui a bougé, dans la vie économique, dans la vie culturelle. Elles sont visibles au conseil de ville, elles sont visibles en tant que beaucoup de jeunes femmes qui changent le paysage. Elles sont souvent très qualifiées dans des domaines essentiels aujourd'hui, comme l'écologie, l'économie, l'urbanisme. C'est aussi la multiculturalité. Que serait Bienne sans les segundos et les segundas? Maintenant, 3e, 4e génération de plus de 100 nationalités. Et vous avez peut-être vu que les jeunes femmes noires de Bienne ont pris leur place et viennent de publier un magnifique livre, Will Be Ever Different, dans le sillage des activités de Félicienne. J'apprécie aussi fortement l'offre culturelle grâce à la créativité des artistes locaux et une programmation bilingue très très riche et qui a rendu à la ville une attractivité qu'elle avait perdue. Vivre à Bienne m'a fait voyager, m'a ouvert des horizons à tout niveau. Pour conclure, rendez-vous à la gare de Bienne. Partir, rentrer. Tu viens d'où? Tu pars où? C'est ce que vous me posez souvent comme question. Alors je viens de partager avec vous une histoire personnelle, mais aussi une histoire collective, inscrite dans l'histoire sociale de Bienne, Bienne station fixe, avec beaucoup de va-et-vient. Mon ancrage est multiple. Je me sens appartenir à divers mondes et puiser dans chacun des ressources différentes. J'ai gardé des liens très forts avec ma famille en France, avec mon fils et sa femme en Thaïlande depuis 13 ans. Et je passe maintenant plusieurs mois par an avec mes 2 familles, partageant les évolutions sociales vécues par les uns, par les différentes générations. Et avec la retraite, j'ai davantage de temps, surtout maintenant que je suis moins engagée à CPA. La nature prend beaucoup de place. Avec plusieurs d'entre vous, j'aime sillonner en vélo, à pied, la région. Grâce au Covid, j'ai aussi pu découvrir davantage. Retrouver le plaisir des odeurs de la nature, les saisons, la cueillette des pommes, des raisins, la récolte des champignons, bien sûr. La retraite, c'est aussi la couture.
retrouvant la mémoire des après-midi de famille avec le cliquetis de la machine à coudre, partagée avec toutes les femmes qui m'ont précédée, de mon enfance, de ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, à sentir le tissu glisser sous les doigts, les formes se faire, et puis aussi la chorale, le théâtre, etc. Je n'ai pas vécu des mondes parallèles étanches. Les activités sociales, les activités féministes ou politiques sont en harmonie avec mes engagements professionnels. Toutes ces expériences ont contribué à mon parcours de femme, de féministe, à la croisée des migrations, des genres, des classes sociales et des horizons culturels, avec Bienne comme lieu d'ancrage. L'horizon est une ligne qui sépare le ciel et la terre, mais c'est une ligne qui bouge en permanence. Ce sont très souvent plusieurs lignes entremêlées sur divers plans, comme lorsqu'on regarde les emboîtements des chaînes de montagnes à l'horizon qui se reflètent dans le lac. Merci pour votre attention et votre patience. Merci à toutes les personnes présentes qui ont contribué à cette histoire collective.